ce n'est pas tolérable de se faire appeler mon petit ou ma petite. Il faut bien faire changer les choses, donc il est important de dire aussi quelles sont les limites. Je dois bien avouer que j'ai eu quelques moments de doute. Il est important de se dire que la compétence n'attend pas l'âge. J'ai pris une blouse et en fait, je les ai suivis. Bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati. Vous écoutez Sentez-vous légitime, le podcast qui met en lumière la réussite des femmes de l'AP-HP, l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Aujourd'hui, je reçois Sophie Fernandez, qui est élève directrice d'hôpital. Elle a 37 ans et elle vit en couple. Bonjour Sophie Fernandez. Bonjour. Vous avez débuté comme infirmière, puis vous avez été cadre de santé et vous serez bientôt directrice d'hôpital. On peut dire que vous êtes en mouvement, vous. Effectivement. Quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous imaginiez avoir un tel parcours au sein de l'AP-HP ? Un tel parcours, non, mais j'ai été extrêmement soutenue en fait par mes parents, ma famille, donc ma mère qui nous disait que rien n'était impossible, mais au contraire qu'il fallait se sentir capable, aller jusqu'au bout au moins de nos envies et de nos ambitions. Et un père qui a toujours été extrêmement présent et qui nous disait tout au long des différentes étapes de ma carrière qu'il était fier. Donc ça a été aussi un élément booster, en tout cas, qui m'a permis d'avancer. Et en plus, il faut savoir que je suis issue d'une famille de soignants. Ma sœur est cadre supérieur de santé, ma tante est infirmière, j'ai un oncle médecin et nous travaillons tous dans le service public. Donc j'ai été bercée par la notion de service public et par le soin. D'accord, donc vous aviez un engagement en fait, service public. Oui, tout à fait. Donc Sophie Fernandez, vous avez voulu être d'abord infirmière. Racontez-moi pourquoi. Pour moi, être infirmière, et c'est ce que j'ai fait pendant 4 années, était être proche des patients, à l'écoute, de pouvoir me sentir utile, était quelque chose de primordial en fait pour exercer une fonction et un métier. Et le fait d'être proche, de pouvoir écouter, de pouvoir prendre en charge, étaient vraiment des éléments qui m'ont donné envie de devenir infirmière. Ça s'est conforté pendant les 4 années où j'ai exercé au Trauma Center à la Pitié-Salpêtrière. C'est quoi Trauma Center ? Alors c'est une salle de réveil avec l'accueil de polytraumatisés. Donc on reçoit tous les jours des patients du SAMU, donc des accidentés de la route, des blessés par arme à feu. Ah oui. Vraiment, c'est très diversifié. C'est du lourd. Oui. Tout à fait. Ce sont des prises en charge riches, aussi bien d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue émotionnel, puisqu'on prend aussi bien en charge les patients que les familles. Et la soudaineté d'un accident fait qu'il y a aussi un accompagnement à avoir. Et ça a été réellement une richesse d'exercer. C'est aussi pour ça que je n'ai exercé que 4 ans, parce que j'ai fait ces 4 années dans ce même service. Et psychologiquement, c'était important aussi de pouvoir changer de fonction et de pouvoir découvrir aussi le métier de cadre par la suite. Mais c'était extrêmement riche et formateur de pouvoir travailler en synergie avec l'équipe médicale et paramédicale dans ces prises en charge extrêmement spécifiques. Puis nous avions le temps où également, nous étions en salle de réveil où nous pouvions prendre en charge les patients qui sortaient de blocs opératoires standards. Et donc c'était un autre type de prise en charge, mais tout aussi intéressant, qui permettait aussi de souffler des journées où nous accueillions les patients qui arrivaient via le SAMU. Vous avez eu envie d'évoluer ? Tout à fait. Pour moi, le métier de cadre, ça fait pas envie. Alors Sophie, vous avez entendu le jingle. Dès le départ, pourtant, vous aviez envie de devenir cadre. Pourquoi ? Parce que il est vrai que dès que j'ai passé mon concours d'infirmière, j'avais dit au jury que je souhaitais devenir cadre parce qu'il me semble important de faire évoluer le service public, de faire évoluer et de promouvoir aussi l'activité paramédicale. Et le cadre est là pour porter ces projets, pour accompagner, pour fédérer. Et je trouve que c'est un élément clé, pivot, central d'un fonctionnement d'un service. Et c'est pourquoi j'avais envie de devenir cadre. Il fait quoi le cadre au quotidien à l'hôpital ? Alors, il y a de la gestion très pratique qui est celle du planning pour assurer la continuité des soins et donc avoir les effectifs minimums auprès des personnels. Mais également, il est dans la gestion de projet, dans l'accompagnement de l'optimisation de la qualité de la prise en charge, de la mise en place de nouveaux protocoles. Il travaille également avec le chef de service et le corps médical sur la mise en place de staff pluriprofessionnels, l'optimisation de la prise en charge des patients. Et donc, c'est vraiment un rôle pluriel, aussi bien sur
un rôle hiérarchique avec ses équipes qu'il gère, mais également un rôle de travail sur l'optimisation quotidienne de la prise en charge et du perfectionnement et de l'accompagnement des agents. Donc c'est un rôle pluriel, j'ai envie de dire, aussi bien au sein du service qu'à l'échelle de l'établissement, puisqu'il peut travailler aussi en collaboration avec d'autres cadres de l'établissement pour travailler sur des parcours de patients, des prises en charge. Mais dans un service à l'hôpital, en fait, il y a un chef de service qui est médecin et qui a autorité sur les médecins du service, c'est ça ? Tout à fait. Et il y a un cadre de santé, peut-être infirmière comme vous l'avez été, mais pas forcément. C'est ça. En fait, il y a forcément le chef de service qui gère son équipe effectivement médicale, et ensuite un cadre paramédical qui peut être soit issu de la filière infirmière, mais ergothérapeute, enfin l'ensemble des filières paramédicales peuvent passer le concours de cadre de santé et gèrent l'équipe paramédicale. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les supérieurs hiérarchiques, donc dès qu'il y a un événement particulier ou la gestion... Ils sont les supérieurs hiérarchiques des infirmières, des aides-soignants, des ASH, de l'ensemble de l'équipe qui travaille au sein du service. C'est quoi les ASH ? Agents de service hospitalier, c'est des agents de nettoyage. D'accord. Au bout de 4 ans, vous avez repassé des examens, c'est ça ? Vous avez refait des études ? Alors, pas tout à fait. Avant, à la PHP, nous avons cette opportunité de pouvoir exercer en tant que faisant fonction de cadre de santé, parce qu'une fois que nous avons passé le concours, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Donc, cette année de faisant fonction nous permet de savoir si nous avons une réelle appétence au management. On vous fait faire un test ? C'est une forme de test et d'accompagnement, puisque nous ne sommes pas normalement seuls, mais nous avons un cadre, un tuteur avec nous pour nous accompagner sur des méthodes managériales et sur la prise de poste. Mais effectivement, avant de passer le concours, c'est intéressant de pouvoir être faisant fonction afin de pouvoir effectivement voir si ça correspond bien à nos aspirations et ne pas se lancer bille en tête dans un concours sans réellement savoir à quoi correspond le métier. Alors vous, je crois que vous avez été servi pour votre expérience d'1 an comme faisant fonction de cadre de santé. Racontez-nous. C'était une belle expérience, une belle et riche expérience dans un hôpital. Alors j'ai changé d'hôpital effectivement, donc dans un service d'urgence où il y avait une sortie de grève, bien évidemment. C'est-à-dire vous avez débarqué dans un service en grève ? Oui, finissait tout juste la grève en fait. Un accord avait été trouvé avec la DRH de l'époque, mais il sortait tout juste de 6 mois de grève à peu près. Vous aviez quel âge ? 26 ans. Ah oui, vous étiez toute jeune. Et donc, vous arrivez dans un service qui est un peu traumatisé, qui sort d'une grève. Il y avait quoi comme autre sujet ? Il y avait rien qui fonctionnait ? Enfin... disons que effectivement, d'un point de vue organisationnel, il y avait certains points à revoir et il manquait des effectifs, il manquait du personnel. L'équipe d'encadrement était en grande souffrance puisqu'il n'y avait plus de cadres également. Suite à ce qui s'était passé, ils étaient partis. Donc, c'était un service où tout était à faire. Moi, j'ai plutôt vu ça comme un challenge où tout était à construire, à refaire, à remodeler avec les équipes pour pouvoir redonner du sens à ce service. Et ça vous a plu tout de suite, ce challenge, justement, de devoir reconstruire quelque chose qui vous semblait un peu fragile ? Oui, parce que justement, ça m'a permis de me confronter au métier de cadre, qui est un métier en perpétuelle mouvance, qui nécessite très régulièrement de réfléchir à de nouvelles pratiques, à un casse-tête permanent aussi au niveau des plannings. Donc, ça m'a permis de m'immerger immédiatement dans les difficultés inhérentes à la fonction de cadre et donc de voir que cela non pas que les difficultés me plaisent, mais en tout cas qu'elles étaient surmontables en travaillant en équipe. Et cette notion de travail en synergie, en équipe, a été primordiale et prépondérante dans ma prise de fonction. Mais comment vous y êtes pris ? Vous aviez 26 ans, vous débarquez dans un service en crise. Comment vous avez fait ? J'ai pris une blouse et en fait, je les ai suivis. J'ai voulu comprendre comment ils travaillaient quotidiennement. Ensuite, être force de proposition sur des actions ciblées sur leur organisation. Mais pour pouvoir être légitime, pour pouvoir comprendre les besoins de l'équipe, il faut cette phase d'observation et d'accompagnement qui est, à mon sens, totalement primordiale, peu importe le service et peu importe les difficultés inhérentes du service. Donc, vous les avez observés, vous les avez interrogés, vous avez fait une sorte d'audit ? Un peu plus que de l'audit, puisque par moment, c'était vraiment juste une présence et de l'observation pure. Après, il y a eu de la mise en pratique aussi, puisque sur certains gestes techniques, j'ai pu les aider, leur donner des astuces aussi pour réaliser leurs actes de façon plus simple, en tout cas, et plus ergonomique. Donc, ça a été un échange, en fait, d'apprentissage entre eux et moi. Mais vous n'aviez que 26 ans, vous vous sentiez légitime quand même pour l'ampleur de la mission ?
Je dois bien avouer que j'ai eu quelques moments de doute. Il est important de se dire que la compétence n'attend pas l'âge. J'ai toujours été bercée par cette phrase et je me sentais légitime puisque j'avais cet apport et cette écoute de la part de l'équipe. Donc cela m'a confortée dans mon choix. La condescendance des vieux barbons qui vous appellent mon petit, je m'en passerai. Bon, on y revient, vous avez eu des responsabilités très jeunes. Est-ce que vous avez été victime de ce qu'on appelle l'agisme ? Normalement, on parle d'agisme pour la discrimination contre les seniors, mais ça peut aussi frapper les jeunes parce que, voilà, on veut leur faire un peu la leçon. Est-ce que vous avez été victime de ce type de comportement ? Je vous mentirais si je vous disais que non, bien évidemment. Il est vrai que ça m'est arrivé dans le service, effectivement. J'appelle pour dire, il faut prendre ce patient, dans la chambre, il est prévu qu'il monte dans votre service. Et puis le médecin me répond, ma petite, c'est moi qui décide, et puis on verra quand il montera, parce que là, j'ai pas le temps. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai raccroché, et puis je suis montée le voir. La proximité géographique me permettait d'aller le voir, mais sinon je l'aurais rappelé, pour lui expliquer que petite ou grande, peu importait, on était là pour la prise en charge du patient, et qu'il pouvait me le dire une fois, mais pas deux. Ah oui, vous avez recadré le vieux barbon. Oui. Enfin, il faut bien faire changer les choses, donc il est important de dire aussi quelles sont les limites. Et ce n'est pas tolérable de se faire appeler mon petit ou ma petite. Et surtout, j'avais peur que ce comportement se reproduise auprès des professionnels que j'encadrais, qui n'auraient pas forcément le courage de réagir face à ce médecin. Donc, c'est aussi pour protéger l'équipe que je me suis dit qu'il fallait monter et mettre tout de suite les limites pour pas qu'il recommence face à un infirmier, une infirmière, un aide-soignant ou n'importe quel professionnel. Ça arrive en fait encore, cette espèce de discrimination médecins et soignants, les soignants étant les non-médecins. Les choses évoluent dans le bon sens. Les nouvelles générations de soignants, de professionnels, il y a beaucoup plus un travail en synergie et un travail d'équipe. Et moins ce rapport qu'il pouvait y avoir hiérarchique où en tout cas le médecin dit et l'infirmière exécute. Je trouve qu'on est plus dans un partage où l'infirmière peut aussi être force de proposition et a du recul vis-à-vis des prises en charge des patients. Alors, est-ce qu'il y a eu un déclic ou un moment où vous vous êtes senti vraiment légitime dans votre fonction de cadre de santé ? Justement, quand l'équipe m'a appelée en fait face à un patient agressif, et en fait ils ont pensé à m'appeler pour venir essayer de désamorcer la situation. Jusqu'à présent, c'était au bout de 4 mois de présence dans le service. Avant, ils n'étaient pas habitués à appeler le cadre. Ils se débrouillaient soit entre eux, soit ils voyaient avec le corps médical. Et là, en fait, ils n'ont pas appelé les médecins, ils m'ont d'abord appelé, et donc ça montrait qu'ils faisaient confiance à leur supérieur hiérarchique. C'était pas un test ? J'y ai cru à un moment donné, mais non, pas du tout. C'était vraiment, en fait, ils avaient vu, en fait, dans le temps d'observation, j'avais aussi pratiqué des actes avec eux, que ce soit des actes d'accompagnement clinique, des pauses de perfusion, de la technicité, mais aussi du relationnel avec les patients. Et donc, ils avaient vu que j'avais aussi des compétences qui pouvaient leur être utiles et les aider face à des situations complexes. Et donc, c'est pourquoi ils m'ont appelé. Et ensuite, on a débriefé ensemble l'ensemble de l'équipe de la situation sur comment faire pour désamorcer telle ou telle situation. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant puisqu'ils ont eu confiance, en fait. Ils n'ont pas eu peur de me dire que là, ils n'avaient pas su faire. Au contraire, et on a pu échanger tous ensemble. Ça vous a conforté dans le fait que vous étiez faite pour être cadre de santé comme vous le souhaitiez. Donc, vous avez passé l'examen après. Et alors, du coup, une question idiote peut-être, mais ça sert à quoi de passer un examen alors que ça faisait 1 an que vous faisiez le boulot finalement et que manifestement vous le faisiez très bien puisque justement vous aviez conquis cette légitimité auprès de vos collègues ? L'année à l'école permet justement de se distancier de nos pratiques, d'apprendre des approches managériales que nous n'avons pas forcément, qui ne sont pas innées et qui s'acquièrent au fil de l'année, de pouvoir se distancier aussi du métier d'infirmière, de faire c'est un temps un peu de deuil où on se rend compte qu'on change de métier, qu'on va devenir manager. Et donc, c'est un temps riche en formation, en accompagnement. On fait aussi des stages qui nous permettent de voir, d'être tutorés par d'autres managers et donc de s'approprier cette fonction. Donc, c'est vraiment une année primordiale et nécessaire qui nous permet de consolider des apports théoriques avec justement une posture que nous apprenons progressivement durant cette année. Dès qu'on devient chef, on vous soupçonne direct d'avoir couché pour y arriver. Alors, on a parlé de l'agisme. Parlons maintenant un peu du sexisme. Est-ce que vous avez croisé ce type de comportement désagréable et même carrément insupportable ?
Eh bien malheureusement, oui, il y a eu des bruits de couloir. Étant arrivée aux urgences, en fait, en tant que faisant fonction de cadre, je connaissais le chef de service qui est un ami. Et donc forcément, il y a eu des bruits de couloir sur le fait que si j'étais là, ce n'était pas vraiment par hasard. La collaboration étant franche et transparente avec le chef de service, on en a discuté et il en a parlé en réunion et ça a mis fin en fait à ces bruits de couloir pour justement pouvoir travailler dans de bonnes conditions. J'imagine que c'était pas très agréable. Non, pas vraiment. Mais ensuite, je pense que c'est aussi important de prendre du recul et d'avoir, une carapace qu'on se forge au fil des années, au fil de la prise en charge de patients. Et donc, ça permet de relativiser quand même sur pas mal de choses. Est-ce qu'il y a une femme qui vous a inspiré dans votre parcours ? Ah oui, c'est une femme qui m'a accompagnée tout au long et c'est aussi grâce à elle si j'ai passé le concours de directrice d'hôpital, puisque c'est une femme et une directrice inspirante. C'était la directrice de l'hôpital Tenon et qui est maintenant DRH du groupe hospitalier Sorbonne Université. Elle a toujours été à l'écoute, très présente. Son style de management et d'accompagnement sont vraiment source d'inspiration pour moi. Et la femme qu'elle est inspirante, donc c'est vraiment un modèle. Qu'est-ce qu'elle a d'inspirant ? Elle prend le temps. On dit beaucoup qu'on en manque du temps et elle arrive à toujours trouver du temps pour ses collaborateurs, pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter et pour pouvoir les accompagner pour qu'ils se sentent le mieux possible. Et ça, c'est un exemple pour moi qui est primordial et qui permet aussi de fédérer au sein d'un établissement de santé, que d'avoir quelqu'un à l'écoute et quelqu'un qui accompagne. C'est vraiment quelque chose de très important. Est-ce que vous avez eu un mentor ou un homme qui vous a aidé professionnellement ? On a vu tout à l'heure le chef de service qui a recadré, mais en dehors de cette anecdote-là, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui vous a poussé à prendre des responsabilités, un homme ? Mon conjoint, qui m'a portée, qui m'a vraiment soutenue et qui voyait en moi la future directrice, qui m'a poussée à passer les concours également, qui m'a aménagé du temps pour que je puisse réviser, qui m'a portée. À votre tour maintenant de jouer le rôle de mentor et de donner des conseils aux jeunes femmes qui pourraient douter devant le mouvement dans lequel vous êtes, enfin, en tout cas la prise de responsabilité, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil à ces jeunes femmes qui doutent ? Parfois elles doutent pour des problèmes d'articulation, vie personnelle, vie professionnelle, elles ont peur de ne pas y arriver. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Il faut se donner des droits à la déconnexion. C'est important de trouver des activités, des moments pour pouvoir se ressourcer. Être directeur, ce n'est pas être seul, c'est travailler auprès et avec une équipe. Et donc, c'est aussi de s'octroyer ces temps permet aussi de pouvoir revenir ensuite plus en forme, être plus à même aussi de prendre des décisions. Comment vous faites, vous, concrètement ? Moi, je fais du sport. Alors, beaucoup 3 fois par semaine. Oui, donc c'est beaucoup. C'est un bon exutoire. Vous faites quoi ? De la boxe. Ah oui, donc c'est bien cardio. Ça défoule en fait. Voilà, ça permet justement de pouvoir vraiment se libérer et ça fait un bien fou en sortant de la. En tout cas, ça a l'air d'être efficace parce que vous avez l'air assez zen quand même. Oui, justement, ça permet. C'est pendant ces séances-là où je donne tout et ensuite en revenant, ça va beaucoup mieux. Et puis après, effectivement, je fais pas mal de sorties culturelles. J'adore les expositions, les concerts et donc avoir des temps de déconnexion sur des activités culturelles me font aussi énormément de bien. Parfois, les jeunes générations peuvent être tentées de quitter l'hôpital public parce que, on l'a vu avec la crise du Covid, le post-Covid, etc. Tout ne fonctionne pas forcément comme on voudrait. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces jeunes ? Je leur dirais qu'effectivement, l'hôpital est en difficulté et ce serait mentir que de dire que tout va bien. Il ne faut pas oublier qu'il y a un grand plan d'amélioration au sein de la PHP qui a été mis en place par Monsieur Revel, qui est le nouveau directeur de la PHP, qui est décliné sur l'ensemble des établissements d'un point de vue opérationnel, avec de réelles actions concrètes, qu'il faut du temps également pour qu'on en voit les effets. Mais effectivement, il y a beaucoup d'actions actuellement qui sont en train d'être repensées, d'organisations qui sont en train d'être réfléchies. C'est pourquoi aussi j'ai envie d'y mettre ma patte et de continuer à travailler au sein du service public. Parce que je pense que si nous partons
tous et nous disons que les choses ne s'arrangeront jamais, nous n'arriverons pas à faire fonctionner le service public. Il est nécessaire, si nous avons envie chacun que les choses fonctionnent et avancent, il ne faut pas se dérober. Il faut que nous soyons présents dans les services, présents dans les secteurs de soins et les secteurs administratifs pour pouvoir faire évoluer et faire vivre ces 30 leviers. Je pense effectivement qu'il est très important qu'il y ait de la mixité au sein des directions, que ce soit hommes, femmes. Les fonctionnements et le modèle managérial n'étant pas le même, les sensibilités n'étant pas les mêmes non plus, ça apporte une richesse et une plus-value indéniable du fait d'avoir aussi bien des hommes et des femmes au sein des directions. Les sensibilités sur les sujets, sur les projets à porter ne seront pas les mêmes. Et donc, je trouve que c'est une vraie richesse d'avoir une mixité entre comités de direction pour pouvoir justement appréhender, comprendre et aborder aussi des thématiques de façon totalement différente. Et c'est une grande richesse que d'avoir les deux au sein de chaque direction. Je pense qu'il faudrait plus de femmes dans les directions pour pouvoir aborder les choses aussi différemment. C'est extrêmement important. Merci beaucoup Sophie Fernandez. Merci à vous. Merci d'avoir écouté Sentez-vous légitime et rendez-vous dans un prochain épisode avec une autre femme formidable.